Sophie avait 26 ans quand elle a compris que rester serait plus simple, mais que partir était devenu nécessaire. Elle vivait à Saint-Laurent-des-Bois, une petite ville du centre de la France, entourée de champs, de routes étroites et de maisons qui se ressemblaient toutes. Une ville où le temps semblait ralentir, où les saisons passaient sans vraiment changer les choses, où les gens savaient toujours où vous étiez et où vous deviez être. La maison familiale se trouvait près de l'église, dans une rue calme. Une maison sans prétention, aux volets clairs, avec un jardin entretenu sans excès. C'était une maison pleine de souvenirs, trop peut-être. Son père, Jean, avait 58 ans. Il travaillait depuis plus de 30 ans dans la même usine. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était pour rappeler une valeur simple, la stabilité. Sa mère, Marie, 55 ans, infirmière, avait toujours fait passer les autres avant elle. Elle disait souvent « Tant qu'on est ensemble, le reste n'a pas d'importance ». Et puis, il y avait Antoine, son frère aîné, 30 ans, déjà installé. Même région, même cercle, même continuité. Il était l'exemple rassurant, celui qui n'avait jamais remis en question l'ordre des choses. Dans cette famille, on ne manquait de rien d'essentiel, mais on ne parlait jamais de rêve personnel, encore moins de départ. Sophie avait grandi avec l'idée que partir était une forme d'ingratitude. On ne le disait pas clairement, mais elle le ressentait. À 26 ans, elle travaillait dans la communication pour une petite entreprise locale. Le travail était correct, les collègues gentils, mais chaque jour se ressemblait. Le soir, elle marchait parfois seule, longeant la gare. Elle regardait les trains passer, et elle ressentait ce mélange étrange de peur et d'envie. L'impression que sa vie se déroulait sans elle. Elle aimait sa famille, mais elle avait le sentiment de disparaître lentement. Puis un jour, un mail est arrivé. Un poste à Lyon, un vrai changement, une chance qu'on ne refuse pas sans conséquences intérieures. Quand elle a lu le message, Sophie a pleuré. Pas de joie pure, de la peur et une culpabilité immédiate. Elle a mis plusieurs jours avant d'en parler. Pas par oubli, par peur. Les premiers jours, Sophie relisait le mail encore et encore. Elle le laissait ouvert sur son téléphone, puis le fermait aussitôt, comme si le simple fait de le regarder rendait la décision plus réelle. Par moments, elle souriait seule. À d'autres, elle sentait une boule se former dans sa gorge. Elle continuait sa routine comme si de rien n'était. Le travail, les courses, les repas en famille. Mais à l'intérieur, tout était différent. À table, elle écoutait ses parents parler de banalités, de voisins, la météo, les projets du week-end, et elle se demandait « Est-ce que ce sera la dernière fois que tout semblera aussi simple ?» La nuit, elle dormait mal. Elle se réveillait avec cette même pensée, lourde et insistante. Pas « Est-ce que je dois partir ?» mais « Comment vont-ils réagir ?» Elle imaginait toutes les conversations possibles, les silences, les déceptions, les phrases qu'on ne dirait pas mais qu'elle entendrait quand même. Parfois, elle se surprenait à chercher une raison de refuser, une excuse valable, quelque chose qui lui permettrait de rester sans se sentir lâche. Mais au fond d'elle, elle savait déjà. Plus les jours passaient, plus le poids devenait difficile à porter. Ce n'était plus seulement une opportunité, c'était un secret. Un soir, seule dans sa chambre, elle a regardé autour d'elle. Les murs qu'elle connaissait par cœur, les objets accumulés au fil des années. Et elle a ressenti cette peur étrange, celle de rester trop longtemps au même endroit et de ne plus se reconnaître. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'attendre ne changerait rien. Repousser la discussion ne rendrait pas la décision moins douloureuse. Ça ne ferait que la rendre plus lourde. Alors, elle s'est promis une chose, dire la vérité, même si elle faisait mal. L'annonce s'est faite un samedi soir. Un de ces soirs ordinaires, justement.
Ce genre de moment où personne ne s'attend à ce que quelque chose bascule. Ils étaient tous les quatre autour de la table du salon. La télévision était éteinte. La lumière un peu trop forte, comme souvent. Sur la table, il restait les assiettes du dîner, encore tièdes, et ce silence particulier qui arrive quand on a fini de manger, mais qu'on ne s'est pas encore levé. Sophie avait senti toute la journée que ce serait ce soir-là. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle avait peu parlé pendant le repas. Sa mère l'avait regardée à plusieurs reprises, sans rien dire. Quand Sophie a finalement pris la parole, sa voix lui a semblé étrangère, plus basse, plus fragile. Elle a commencé doucement. Elle a parlé d'un mail reçu, d'une opportunité professionnelle. Elle a évité le mot « départ » au début, comme si le prononcer rendait la chose irréversible. Son père a levé les yeux vers elle. Son frère a cessé de manger. Sa mère s'est figée. Quand Sophie a enfin dit qu'elle allait partir à Lyon, le silence a été immédiat. Un silence lourd, presque oppressant. Personne ne l'a interrompu. Mais personne ne l'a encouragée non plus. Elle a continué à parler, un peu trop vite maintenant. Elle a expliqué qu'elle avait besoin de changement, qu'elle voulait essayer, qu'elle ne fuyait personne. Elle a dit qu'elle reviendrait souvent, qu'elle resterait proche, qu'elle ne voulait pas couper les liens. Mais plus elle parlait, plus elle sentait que ses mots glissaient sans vraiment atteindre leur destination. Son père a été le premier à répondre. Il a simplement dit « C'est loin ». Pas une question, un constat. Sa mère a baissé les yeux. Elle a remué son verre nerveusement, puis elle a murmuré « Tu n'es pas obligé de partir pour réussir ». Ces mots ont fait mal, pas parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils niaient ce que Sophie ressentait. Son frère n'a presque rien dit. Il a haussé les épaules, comme si tout cela était inutile. Sophie a senti les larmes lui monter aux yeux, mais elle s'est retenue. Elle ne voulait pas que cette décision ressemble à un caprice. Elle espérait une question. Un « Tu vas bien ?» Un « Pourquoi maintenant ?» Mais rien n'est venu. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une étrange normalité. On a parlé de choses sans importance, de la météo, du travail, comme si la discussion n'avait jamais eu lieu. Mais Sophie savait. Quelque chose venait de se fissurer. Quand elle est montée dans sa chambre ce soir-là, elle s'est assise sur son lit, sans bouger. Elle ressentait un mélange brutal de soulagement et de tristesse. Elle avait dit la vérité. Mais elle venait aussi de comprendre que cette vérité ne serait pas accueillie comme elle l'espérait. Ce soir-là, elle n'a presque pas dormi. Pas parce qu'elle doutait de sa décision, mais parce qu'elle pressentait le prix émotionnel qu'elle allait devoir payer. Pour eux, ce n'était pas un projet, c'était un abandon déguisé. Le départ s'est fait discrètement, pas de fête, pas de vraie discussion finale. Des embrassades maladroites, des regards fuyants. À Lyon, les premiers mois ont été intenses. Nouvel appartement, nouvel environnement. Sophie se sentait vivante, fatiguée, mais vivante. Elle appelait souvent, racontait ses journées, mais les réponses étaient brèves, polies, distantes. Personne ne lui demandait vraiment si elle allait bien. Petit à petit, les appels ont diminué, les messages aussi. Quand elle revenait au village, elle sentait quelque chose d'étrange. On lui parlait comme à quelqu'un de passage. On ne lui demandait plus son avis. Parfois, quelqu'un disait « Ici, rien n'a changé ». Et Sophie comprenait « Toi, tu as changé ». Et ce n'est pas pardonné. Les années ont passé. Elle a grandi. Elle s'est affirmée.
Elle ne regrettait pas son choix, mais une tristesse sourde l'accompagnait toujours. Un jour, lors d'une conversation tendue, tout est remonté à la surface. Ils parlaient au téléphone d'un sujet en apparence banal, les prochaines fêtes de famille et la question de savoir si Sophie pourrait rentrer cette année. Elle expliquait qu'elle ferait de son mieux, que son travail lui laissait peu de liberté, mais qu'elle ne les oubliait pas. Sa voix était douce, presque prudente. À l'autre bout du fil, le silence s'est installé. Un silence lourd, chargé de ce qui n'avait jamais été dit. Puis la phrase est tombée, calmement, sans haussement de ton. Tu as fait ton choix. Pas comme une colère, pas comme une accusation, comme une décision déjà acceptée par ceux qui ne l'avaient pas prise. Sophie n'a rien répondu, parce qu'elle a compris que ce n'était pas une question de date ou de kilomètres, mais de place qu'on lui laissait encore dans la famille. À cet instant, Sophie a compris. Pour eux, partir était une décision irréversible, un acte qu'on n'oublie pas. Aujourd'hui encore, elle aime sa famille, mais elle sait une chose. Rester aurait signifié s'effacer. Parfois, partir n'est pas un refus d'aimer. C'est une façon de préserver son équilibre intérieur. D'un point de vue psychologique, certaines familles confondent proximité et contrôle, sans toujours se rendre compte qu'un adulte a aussi besoin d'espace pour se construire. Quand partir est vécu comme une trahison, le lien finit par se fragiliser des deux côtés. Et toi, qu'en penses-tu? Peut-on rester profondément attaché à sa famille tout en choisissant une autre voie? Ou est-ce que, pour certaines familles, aimer signifie rester au même endroit? Ton avis peut éclairer ce débat.